rendez-vous exceptionnel un jeudi, 1er mai oblige, fête, jour férié en France et début du mois de mai où la France s'arrête de travailler. Mais pas les consultants SAP. Bonjour à tous. Donc, comme maintenant on a cette petite habitude, nous avons notre Louis Baudin de la météo, Alexandre Bonin et Loulou Baudin, tu vois, il y a quand même presque il y a qu'une lettre, qui va nous faire la météo du marché SAP français. Ouais. Eh ben, alors que j'annonçais des hausses sur janvier, février et mars, en gagnant à deux jours près, les chiffres sont tombés. Grosso modo, on a une baisse d'un quart, de 25% des annonces chez les clients finaux qui nous sert de repère. À contrario, effectivement, des annonces des ESN qui sont diffusées en permanence et ne reflètent pas vraiment la réalité. Alors, si on regarde cette baisse, elle s'explique. Vous allez regarder les annonces de janvier, février, mars, les comparer. Est-ce que c'était en province? Est-ce que c'était en Île-de-France? Est-ce qu'il y avait des nouveaux noms qui apparaissaient? Bon, grosso modo, il y a une baisse des besoins aussi bien en province qu'en Île-de-France. Il y a des nouveaux noms qui apparaissent. Et puis, si on retire les 4 premiers qui, effectivement, tapissent le web d'annonces depuis un an, grosso modo, on peut dire qu'il y a quand même 30% de nouveaux postes qui arrivent. Alors, c'est un peu particulier à observer, à analyser, mais d'un côté, on a une baisse globale. Il y a quand même 30% de nouveaux postes qui ne sont pas des refresh des mois précédents. Ça veut dire que ces postes précédents, soit ont été staffés en répondant aux annonces, soit par des recruteurs, soit parce que des ESN, effectivement, ou des agences de placement ont staffé quelqu'un le temps du recrutement en CDI. J'avais annoncé dans un des postes que j'ai fait, mais c'est pas parce que le poste disparaît qu'il ne va pas réapparaître plus tard. Souvent, il y a l'urgence et donc on y voit soit des collaborateurs de Michael ou peut-être d'agences de placement de freelance qui vont faire l'intérim parfois pendant à peu près 6 mois. Le temps qu'un recrutement puisse se faire dans les bonnes conditions et sans stress. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un rallongement du processus de recrutement, mais ça, on l'avait déjà dit. Une typologie des recrutements qui est différente et qui rejoint quelque chose vers plus de S4HANA. Cette fois-ci, c'est flagrant. Il y a 80% des postes qui sont pour des projets S4HANA. Alors, il reste une base installée, tu pourras en parler effectivement de CC6, sur lesquels il y a encore besoin de ressources. Mais là, aujourd'hui, les postes qui sont ouverts, clairement, S4HANA est demandé, ou du moins, c'est pour ça. Ouais. Bon, moi, j'ai eu la chance de faire la semaine dernière un live aussi avec Jean-Daniel qui était plus sur le marché africain. Donc, la particularité, on l'a évoqué, c'est qu'ils ont, alors, non pas 10 ans, mais à peu près un décalage de 10 ans. Eux, ils ont une très grosse base encore installée, encore au CC, qui est encore plus prégnante que ce qu'on a en France. Moi, ce que je ressens aussi, c'est toujours, on l'évoque à chaque fois de multiples reprises, certes, on a toujours aussi une grosse base de consultants embarqués ECC et qui ne sont toujours pas formés, plus intéressés que ça à S4HANA. Alors, sur le papier et dans la théorie, ils sont super intéressés par quelles sont les différences entre l'ECC et S4HANA. J'ai même eu, alors je ne citerai pas le client, un client est passé sur S4HANA et il a reproduit à l'exactitude ce qu'il avait sur l'ECC. C'est-à-dire que jusqu'à la stratégie d'approbation des commandes d'achat, ils n'ont même pas mis en place les flexible workflows. Et je suis tombé des nues parce que j'ai dû intervenir et je croyais vraiment à une blague. Et ce n'était pas une blague. Ils continuent à utiliser le GUI sans pour autant utiliser toutes les options qu'on a dans Fiori. Là, c'est plus de l'amateurisme, il y a un vrai problème dans la conduite du changement et dans la volonté aussi de me démontrer aux clients que S4HANA, c'est demain, maintenant, c'est du cloud. Quand bien même on est sur des solutions on-prem, vraiment aller sur des navigateurs sur Fiori. C'est d'aller vers la technologie sur tout ce qu'apporte réellement S4HANA. Alors, je parlais avec un autre client. Alors, beaucoup de choses, on pourrait dire, S4HANA, ce n'est pas nécessairement ce qui est visible de plus important. C'est surtout la base de données ANA qui permet d'aller plus vite.
Si on prenait sur le MRP, pour les gens qui sont sur la prod, c'est le MRP live. Donc là, on a une restitution, on va gagner 10 fois plus de temps. Donc il y a plein de subtilités, et je l'ai évoqué avec toi aussi, Alexandre, c'est à la fois sur la maîtrise de l'outil, la maîtrise de la méthode Activate, de repenser l'approche vis-à-vis du client, d'utiliser bien sûr les templates qui sont mises à disposition de la méthode Activate, adapté au contexte du client. On ne fait pas un cut-over, on ne fait pas une conception détaillée de la même façon qu'on le faisait sur OCC versus sur le cloud public. Donc, on n'a pas du tout la même approche. Un directeur de projet, un chef de projet ne peut pas tenir le même discours sur du cloud public versus un cloud privé versus un on-prem. Et donc, ça aussi, il y a une culture aussi à changer dans les ESN. Et ça, c'est aussi super important vis-à-vis des clients qui, eux aussi, ont maturé. Donc, comme tu l'as dit, les phases de recrutement prennent plus de temps, les appels d'offres prennent plus de temps, et les clients ne s'attendent pas juste à ce qu'on dise SAP S/4HANA, c'est mieux. C'est qu'est-ce que ça va m'apporter en termes de ROI. Donc, il faut connaître la solution. Nous, chez Captive Search, on est positionné chez 5 clients finaux, à la fois pour des postes en CDI et les freelances, simultanément. Pour 3 d'entre eux, les projets sont à peu près à 20-30% de l'avancée face à un intégrateur et moi, et parfois un intégrateur et moi et MOE. Et là, on a découvert ces 4 derniers mois des points de friction qui étaient effectivement sur une incompréhension de la méthode Activate, ne serait-ce que du côté du client, sur qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, qui va faire quoi, comment ou autre. Et puis comme on recrute des deux côtés, la posture du elle est en train de muter. Et on ne peut pas les citer, mais ces intégrateurs ont signé des projets pour 3 d'entre eux au forfait, sur des conversions ECC6 S/4HANA ou des Greenfield où il n'y a pas de ERP pour aller vers S/4HANA derrière. Ça nécessite que pour eux, ils cavalent pour consommer le moins de ressources possible. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, ces projets S/4HANA, ils ne sont pas uniquement un enjeu technologique, ils sont un enjeu dans les ateliers, c'est-à-dire la capacité à se poser. Alors, ce qui est intéressant, c'est que certains font des plateaux projets en dehors des bureaux, c'est-à-dire qu'ils sortent, ils louent un WeWork ou un autre plateau quelque part, et ils enferment effectivement 3 jours sur 5 à la fois l'intégrateur et les consultants, et ils vont devoir se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas, et comment on va s'y prendre. Là où la nouveauté, c'est que d'un côté comme de l'autre, on s'aperçoit qu'il y a un ratio de 3. On l'avait déjà dit. Là, effectivement, c'était pricé pour 1 heure. Il en faut 3 heures pour justement, même si ce n'est pas 3 heures, il faut 3 échanges d'1 heure équivalent, ISO. Parfois, ça dure l'après-midi, mais c'est pour donner une idée, pour que ce processus de maturation puisse se faire, que ça puisse rentrer. Il se trouve qu'effectivement, beaucoup de ces consultants qui sont côté intégrateur sont en train de découvrir ces projets cloud publics, on-premise ou private sur les projets. Et c'est nouveau pour eux. Alors, tout le track record qu'ils avaient de parfois 5, 10 ou 15 ans, ce n'est pas un reset, je peux peut-être en parler, mais à mon avis, ils sont aussi en situation de renouvellement de la posture, des compétences et du comment. Et ils découvrent aussi les limites et les contraintes de la solution. Et ça change parce que mon point de vue par rapport à toi, il est le côté recrutement. Les entretiens se passent différemment aujourd'hui. Et la partie communication, on le voit aujourd'hui, elle est de plus en plus importante. Ouais, le point qui est important, et encore une fois, on ne jette pas aux orties, à la poubelle, ce que vous voulez, le fait que les consultants ECC maîtrisent parfaitement le sujet. C'est comme moi, j'ai fait 20 ans de CC, et c'est super important pour un projet de conversion d'avoir, bien sûr, cette expérience-là sur le CC, mais d'avoir en même temps l'expertise ou des certitudes sur ce qu'apporte S/4HANA. Donc, d'avoir un discours vrai. Alors, on pourrait parler après, attention, le discours vrai, et moi, des fois, je ne vais pas me prendre des fois des petits coups de règle sur les doigts, mais voilà, SAP aime bien avoir un discours qui est polissé, marketé, et on ne peut pas forcément dire tout et n'importe quoi lorsqu'on a des personnes, les commerciaux de SAP. Bon, ça, c'est une petite parenthèse.
Mais typiquement, maintenant de plus en plus, SAP invite au SAP Labs les clients. C'est vrai que c'est génial, c'est bluffant. On voit l'intelligence artificielle, on voit les robots, les AGV. Et donc, c'est vrai que c'est un bond en avant pour les clients qui sont juste bluffés. Après, que ce soit un DAF ou que ce soit un contrôleur de gestion, lui, il va dire oui, mais moi, dans mon quotidien, qu'est-ce que ça m'apporte? Moi, c'est bien l'intelligence artificielle de voir qu'on peut faire du chatbot, qu'on peut discuter. Mais il me dit, voilà, moi, est-ce que de montrer l'impact, je ne sais pas, du CO2 dans ses achats, donc tout ça, c'est juste génial. Mais à chaque fois, on revient à des questions qui sont pratico-pratiques. Hein. C'est oui, mais moi, aujourd'hui, sur mon système, dites-moi pourquoi je dois passer maintenant sur un RISE, pourquoi je dois attendre, pourquoi je peux. Il faut que je passe absolument sur une solution en private cloud. Donc, donnez-moi des éléments factuels. Et ça, c'est important, encore une fois, des consultants qui ont une parfaite maîtrise sur chaque module en ECC, de dire, voilà les gaps, voici ce que vous allez gagner, voilà à quoi ça correspond dans la solution, et te dire rationnellement, là aujourd'hui où tu faisais ton élaboration budgétaire, bah, tu vas passer peut-être en fin de mois à 3 jours, avec S4HANA, tu vas passer à une demi-journée. Ça, c'est factuel. Et de lui dire, voilà, les éléments tangibles. Et ça, c'est facile, parce que là, vous êtes consultant OCC, vous allez lancer toutes les transactions que vous savez pour faire, je ne sais pas, votre clôture, versus vous allez parler du cockpit de clôture dans S4. Et là, c'est quelque chose qui est parlant. Et là, ça va être quelque chose de vivant. Et c'est ça ce que vous devez faire pendant les ateliers. C'est vraiment amener le client sur la valeur ajoutée que vous avez quand vous êtes sur un consultant ECC versus les fonctionnalités que vous allez sur S4HANA et d'amener le client et de lui dire, voilà, donnez-lui des chiffres tangibles, pas quelque chose qui vient de SAP. C'est que vous avez fait 1, 2, 3, 4, 5 projets S4HANA et de parler des autres clients. Vous ne les citez pas, mais des fois, limite, vous avez des clients, ça nous est arrivé, qui aiment bien montrer, de se dire, bah, on avait fait avec un client, il aimait montrer qu'il avait réussi son projet IWM et que ça tournait dans son magasin. Et il dit, bah, s'il y a des clients qui veulent venir pour que je vous leur montre comment ça fonctionne, voilà. Bon, après, ce n'est pas désintéressé. Il y aura certainement une petite remise sur les SAP. Mais SAP adore ça et c'est normal que ce soit eux-mêmes les propres clients qui soient passés sur des solutions, sur du IWM, sur du UTM, qu'importe, même sur du public cloud, de dire voilà, parler avec d'autres clients, venir sur site, voilà comment ça tourne. Et ça, c'est génial. Mais vous aussi, encore une fois, je le répéterai toujours, bah, vous ne vous improvisez pas S4HANA comme ça. Ça ne veut pas dire que vous connaissez ECC, que vous connaissez S4. Bah, on a d'un côté des DSI, des responsables de centre de compétences et des responsables de domaine qui savent qu'il faut aller vers S4HANA. Ils ont déjà le run ECC, enfin tout le CC6 qui est à mettre en place. Il y a la facturation électronique qui arrive bientôt, du moins qui est à finaliser. Il y a d'autres sujets réglementaires qui sont aussi en cours. Ils ont aussi du turnover par rapport aux actifs internes pour ça. Et d'autre côté, effectivement, on a des intégrateurs qui reçoivent des appels d'offres et qui tentent d'y répondre au mieux possible. Et entre les deux, il y a un gap qui est effectivement de prendre le temps que soit des freelances, soit des salariés qui soient détachés à travailler sur ce futur derrière, soit en allant effectivement aux réunions de l'USF, soit effectivement à Paris au SAPLAB pour faire là-dessus, soit se documenter pour ça, pour sensibiliser, comprendre quels vont être les changements. On a eu commande effectivement de 2 PMO, c'est assez rare, effectivement, soit sur la partie interface et la partie conduite du changement transverse, qui sont arrivés effectivement un peu au milieu de la bataille, parce que ce sujet-là n'a pas été suffisamment anticipé au départ. L'intégrateur, il n'est pas présent dans l'entreprise, il n'a pas l'histoire, il n'a pas effectivement les dettes techniques et applicatives qu'il y a derrière. Il reçoit une commande, certains effectivement pré-sales arrivent, essayer de comprendre les avantages et inconvénients de l'entreprise, essayer de sensibiliser, mais ça prend du temps. Et là, effectivement, il y a un fossé qui se crée et qui fait que il y a des gros points de friction derrière. Donc, le travail préparatoire, et moi, je pense que si les projets démarrent plus tard et si les appels d'offres sont signés plus tard et les recrutements aussi, c'est qu'il y a un ralentissement pour s'approprier, effectivement, mais vers quoi on va vraiment. En plus,
s'applique un peu économiquement, pas pour tout le monde, mais il y a plein de sujets qui, effectivement, qui tendent un peu les entreprises. Et là, on parle de pédagogie, on parle d'écoute, on ne cherche pas à donner des réponses à tout. Là, je mets dans la peau d'un consultant SAP, ou d'un chef de projet, ou d'un directeur, et il y a un vrai travail pédagogique qui est à mettre en place. Et la posture du consultant change du « je réponds à une question ou à un besoin ou à une problématique » à « je vais vous expliquer ». On va utiliser l'intelligence artificielle, ça vaut ce que ça vaut, les réponses ne sont pas complètement fiables, mais on gagne énormément de temps avec. On va se poser avec les métiers finance, marketing, supply chain, production. On va faire le tour des popotes, un peu des services derrière, et on va commencer à sensibiliser qu'il va y avoir une transformation derrière. Mais ça ralentit les processus et ça consomme des ressources. Alors, qui peut le faire? Moi, je n'ai pas la réponse. Soit c'est dégager du temps en interne, mais souvent, ils n'ont pas l'expérience derrière. Les intégrateurs, certains l'ont compris et commencent à détacher du personnel, enfin des consultants ou des avant-ventes suffisamment en se disant, bah là, il ne s'agit pas de pricer, il ne s'agit pas de dire comment une roadmap ou autre derrière, ça va être où on va. Et ce où on va, ça peut être des semaines, voire des mois pour le décider, parce que le DSI ou à sa compétence, il va faire une soutenance au COMIX, au Codex, enfin au CODIR, pardon, ou au COMEX, il va peut-être budgéter plusieurs dizaines de millions d'euros derrière. Il ne faut pas qu'il se loupe. Donc, il ne faut pas qu'il se loupe au départ, et puis après dans la réalisation derrière. Alors, quand on voit les recrutements qui y a en cours aujourd'hui, par notre intermédiaire ou d'autres, et on le sait, la posture du consultant, mais c'est celle d'il y a 20 ans, j'ai envie de dire, qui revient à la mode. C'est, on va dire, les vieux consultants SAP technico-fonctionnels, au sens, là, j'attends pas qu'il y ait des personnes qui aient ces compétences-là, mais qui se posent dans une pièce, qui rassurent et qui se disent, bon, c'est quoi, monsieur le client, votre problème? Ben, on va le prendre le démêler d'apport. Après, la réponse, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, la réponse, comment on va faire. Et de poser le cadre, de questionner, de faire expliciter, de laisser mûrir, et après faire des propositions. Nous, c'est ce qu'on voit et c'est ce qui fonctionne. Ouais. Alors, je pense que c'est une transformation. Moi, je dis, c'est pour ça que je parle rien parfait. J'étais technico-fonctionnel. Maintenant, je suis devenu hybride. Là où je continue à faire de la BAP, je ne le fais plus tout seul. Je discute avec mon intelligence artificielle, j'utilise Gemini. Quand j'ai, par exemple, des clients, et là, j'ai fait des posts sur des clients qui sont en public cloud, qui veulent mettre rapidement une interface, mais pendant la période transitoire, ils ont besoin de se dire, il y a des API dans le cloud public, comment on peut faire? Pareil, hein, si vous avez, tu dites, à l'époque, on avait le VBA. On savait que les macros Excel fonctionnaient très bien pour interroger SAP en ECC. Vous le transposez, de se dire, j'ai une API, j'ai des outils. Moi, j'utilise des outils Google parce que je les trouve formidables et c'est gratuit. Mais on peut faire des choses juste géniales en étant avec votre cerveau, discuter avec une intelligence artificielle, lui fournir les informations sur les API. Et voilà, c'est vraiment quelque chose alors, j'allais dire, c'est du quick win, mais moi, je suis passé du VBA au script sur Google avec l'intelligence artificielle. Le résultat, il est plus que probant. Moi, alors, on pourrait parler encore des chiffres, mais par exemple, mon taux de rejet sur mon IA, elle est entre 5 et 10%. Mais encore une fois, parce que je lui mets les bonnes informations, je lui apporte les informations sur l'API, je lui mets les bouts de code sur le script, et c'est plus du refinement que juste lui dire, s'il te plaît, fais-moi ça. Si vous faites oui, ce point d'entrée, ça sera nécessairement faux. Je ne dis pas après qu'il y a plusieurs itérations, mais si j'avais fait tout en bout, j'aurais peut-être passé une semaine. Là, je l'ai fait en un jour. Donc, c'est ça, c'est-à-dire qu'on devient ces consultants hybrides, c'est-à-dire des hybrides dans le sens où on est toujours là pour apporter notre valeur dans les ateliers vis-à-vis des clients, pour avoir pour moi toujours ce discours vrai sur comment on peut amener le client dans une démarche fit to standard en disant on a le Clean Core, on a la BTP et comment on peut utiliser la BTP à bon escient dans ce client, mais encore faut-il connaître ce qu'on peut faire dans la BTP. Tu as parlé aussi du sujet de la dématérialisation. Ça aussi, là, on se retrouve avec tous les clients qui vont dessus. Sauf qu'il y en a qui disent « Ah, moi, j'ai du DRC ». Il y en a d'autres qui vont dire « Ah, mais moi, je n'ai pas choisi DRC. J'ai un autre PA ». Donc, tu vas avoir chaque client qui a son PA. Et donc, il y en a certains, je ne citerai pas le nom, qui est un gros, qui utilise toujours les idocs avec des fichiers plats. Et là, tu as envie de te tirer une balle. Parce que là, tu dis ah, « Non, mais attends, c'est une technologie… » Alors, certes, qui est bonne, hein, mais s'il y en a un qui est sur de l'XML, l'autre qui est sur des fichiers plats,
bah, c'est limite deux projets différents. Et donc, est-ce que tu auras un consultant en face qui sera capable de faire A sur une vieille technologie et sur un autre projet sur la nouvelle? Donc, je te rejoins, mais la disruption, elle est que avant les rencontres avec un client dans le cadre d'un processus de recrutement ou pour un atelier ou autre, c'est l'appropriation de l'usage de l'IA aujourd'hui. Tout le monde prépare. Les clients l'utilisent, accueillent effectivement les intégrateurs avec de l'IA. Ça coûte très peu cher effectivement à utiliser. On a un DSI qui doit monter un deuxième entrepôt Exotech avec IWM et effectivement la solution des convoyeurs automatisés. Il a demandé à une IA la stratégie et l'impact organisationnel qu'il va y avoir derrière. Il m'a dit, en 15 minutes, j'ai la trame, j'ai tout. Après, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai déjà gagné un temps énorme pour ça. Je vais formaliser ça, effectivement, pour un intégrateur et à Exotech pour justement sortir cet entrepôt de terre et voir les impacts qu'il va y avoir derrière. Mon comité, mon Codix, les directeurs d'entrepôt ou autres industriels sont déjà informés parce qu'il y a une trame qui est commune et j'ai fait le premier jet. Ça vaut peut-être, c'est peut-être fiable à 80%, mais tout le monde, il y a les repères, les jalons sont là. Après, il y a pendant effectivement les échanges ou autres, où en général l'IA n'est pas utilisée en live pour ça. Et après, effectivement, il y a des débriefings qu'il peut y avoir avec et ce processus d'itération humain, IA et connaissances SAP ou autres commence de plus en plus à être utilisé. Les cabinets conseils, ça, effectivement, ça devient dans leurs mœurs. Alors, pour répondre à la question, effectivement, quel est le niveau attendu ou autre, oui, il y a une base qui est à savoir. Et ça devient compliqué parce qu'effectivement, pour les juniors, ils ne l'ont pas encore. Toi, tu l'as, d'autres l'ont ou autres, et du tac au tac, tu dis ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, j'y vais pas, ça, il y a des risques, et je vous explique pourquoi, si on s'en mange effectivement sur cette stratégie. Mais il y a une sorte d'hybridation avec l'IA, avec effectivement l'ECC, du cloud, sur lequel, effectivement, il y a très peu d'IA encore intégrée à SAP. On ne l'a pas encore vu chez des clients. Il n'y a pas de clients, effectivement, qui l'ont mis en utilisation, ou du moins certains réfléchissent dessus, mais ce n'est pas encore, j'imagine, encore en production chez beaucoup de clients en France. Et cette posture de préparation, d'accumulation de connaissances, je pense qu'il faut le faire en toute transparence. C'est-à-dire, effectivement, de ne pas utiliser l'IA pour répondre à des questions, mais de s'approprier avec. Alors, ça crée des erreurs. Des consultants se plantent. Ça crée, effectivement, en analysant, comme ce n'est pas complètement fiable, et on est en terrain connu, et tout est à faire et tout à écrire dessus. Ces consultants sont en train, effectivement, pour ceux qu'on connaisse, on a, par exemple, ça a coupé. On a des problématiques de migration de données. Et là, c'est un vrai sujet quand il n'y a personne dans la maison qui le maîtrise. Comment on fait? Et ça devient super intéressant parce que les personnes accumulent, font des strates, et après, effectivement, il faut qu'il y ait un expert pour arbitrer. Tout simplement pour fiabiliser, je dirais, ce qui a été produit. Il y a un gain de temps d'un côté, il y a une perte de temps de l'autre, ça crée de la friction, ça crée du bruit, ça crée parfois la zizanie dans ce qui est là-dedans. Maintenant, il n'y a pas le choix. Il faut s'approprier ces méthodes, et je pense ce que tu en penses, sur des sujets qui sont parfois inconnus, de très rapidement se faire une photographie de ces nouvelles compétences. De toute façon, c'est pas comment faire sans, c'est de faire avec et de le faire de façon intelligente. Quand tu reçois sur des appels d'offres que tu as même pas des fois un mois pour répondre, comment veux-tu faire quelque chose de qualité? L'intelligence artificielle va synthétiser, et après, tout dépend de ce qu'on lui demande. Hein. Si tu lui demandes de te synthétiser en 5 lignes, tu vas perdre l'essentiel. Mais si tu lui dis synthétise-moi en 20 pages, 1000 pages, tu vas quand même voir l'essentiel et te dire on fait un go ou un no-go sur cet appel d'offres. Donc, je pense que tout le monde est gagnant. C'est-à-dire que lorsque, après, on a compris ces éléments-là, et Isabelle le mentionnait, sur le fait de densifier les avant-ventes, mais aujourd'hui, il n'y a pas une avant-vente où moi, je ne participe pas. C'est-à-dire que c'est pas juste un commercial qui est présent pendant l'avant-vente. Il y a nécessairement maintenant, pendant ces avant-ventes-là, des consultants, alors confirmés experts, hein, on ne met pas de juniors nécessairement dans ces processus d'avant-vente,
Parce qu'au-delà du fait, bien sûr, que le client va nous soumettre et soumet à chaque fois une exigence, une matrice des exigences fonctionnelles. Là, des fois, tu as 500, 1000 lignes là-dedans et de se dire, bon, bah, est-ce que tu vas pas oublier quelque chose techniquement? Si on reprenait il y a 20 ans ce genre de choses-là, mais on était malade de remplir ça à la main. Donc, avec le risque de se dire, bon, bah, on va être obligé de monopoliser 5 consultants parce qu'il y a déjà 5 modules qui sont impliqués et il n'y a aucun des consultants qui connaît par cœur comme ça, et avec le risque de dire oui alors qu'il fallait mettre non. Donc, c'est un outil qui est formidable, c'est un accélérateur, mais c'est comme tout, il faut savoir l'utiliser avec, tu l'as dit, quand tu as de l'expérience, c'est facile. Un junior, il aura peut-être tendance à faire juste du questionnement et pas forcément apporter des éléments. C'est-à-dire que moi, quand j'interroge mon intelligence artificielle, je lui apporte des éléments. Je dis, bah tiens, j'avais fait un DCD qui ressemble à peu près à ça, ou j'avais un cutover. Voilà, je dois le repenser. Et je le repense avec l'intelligence artificielle et j'ajuste. Donc, à moi, un élément de réponse, c'est dire, ah non, je ne suis pas d'accord sur cette approche-là. Et jusqu'à, je fais du refinement jusqu'à obtenir quelque chose qui est réaliste. Après, des deux côtés, personne ne se ment. À partir du moment où on dit au client, oui, on a travaillé avec l'intelligence artificielle, et le client il dit, bah oui, je vois à peu près que ça a été travaillé par une intelligence, parce qu'il n'y a aucune intelligence qui rend quelque chose de purement personnel. Ça n'existe pas encore. Mais ça va tendre. Mais les algorithmes sont les mêmes. Donc, la massification fait qu'on aura tendance à se rapprocher. Mais je pense que de toute façon, on ne reviendra pas en arrière. Vu les milliards qui sont investis sur l'intelligence artificielle, tout le monde a intérêt à y aller. On y trouve aussi de l'intérêt. Tu l'as évoqué, dans SAP, Joule aussi, elle sera une IA vraiment dopée à SAP. Donc oui, pour SAP, ça sera l'intelligence artificielle incontournable parce qu'elle sera alimentée par les notes OSS auxquelles aujourd'hui les autres IA n'ont pas accès. Donc ils n'ont pas accès à ça. Ah, mais clairement, il se peut que SAP, dans les prochaines années, soit supérieur à OpenAI ou autre. Non seulement ils ont une base installée, ils ont des clients qui sont captifs, ils ont des données qui, dans 95% des cas, sont fiables. Les données des entreprises qu'elles traitent, factures, fournisseurs, containers, tout ce qu'il faut, c'est fiable. C'est pas des choses ésotériques ou autres derrière. Ils ont la puissance de calcul. Maintenant, il va y avoir effectivement des serveurs souverains qui seront disponibles. Ils vont imposer effectivement que les consultants aient été certifiés pour accéder à certains flux, qui sont en train de fermer les API à n'importe qui pour ça. Ils sont en train de verrouiller effectivement l'écosystème dessus. Certes, ça va les enrichir, ça c'est sûr, mais ça va aussi effectivement sécuriser qui va accéder aux données, qui va faire quoi derrière. Alors les consultants, effectivement, il vous faut à tout prix votre numéro du SAP Learning Hub pour justement être à jour. Parce qu'on sait que certains accès, a priori, dans ce qu'on entend, seront réservés aux personnes certifiées. Les autres n'y auront pas accès. C'est-à-dire qu'il faudra mettre son numéro pour dire, et ça sera tracé. C'est-à-dire que là, le mélange, données, flux, consultant, son numéro comme quoi il est certifié ou autre, sera tracé. Et ça sera un peu comme une sorte de RGPD, effectivement, version SAP, où du début jusqu'à la fin, on saura qui a fait quoi, comment et sur quelles instances derrière. Ça, c'est nouveau, simplement parce que SAP, je pense, Flip a raison qu'il n'y a pas de cyberhacking et que des accès tirent par des API qui viennent créer une zizanie, effectivement, dedans, en écriture, en lecture ou autre. Et aujourd'hui, je crois qu'ils sont en train de les refermer. Ce sera des humains certifiés qui pourront y accéder. Mais c'est effectivement, lorsque je lis effectivement les commentaires, ce métier change. Ça va beaucoup plus vite que qu'on l'imagine. Des besoins, il y en a. Il y a un sujet sur lequel je ouvre une parenthèse, c'est l'endroit où sont les besoins. Depuis effectivement des nombreux mois que l'on fait ça, on voit l'adéquation entre l'offre et la demande qui se synchronise pas. Mais globalement, il y a assez de ressources, et ça peut être pour le marché français actuel, quand on prend les nouveaux juniors, les POI, les alternants, les juniors, les seniors, et ainsi de suite, plus les freelances, il y a de quoi répondre. La seule point de friction, c'est qu'ils ne sont pas au bon endroit et au bon moment. Et après, il y a la notion de rémunération qui est là-dessus. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas le feu plus que ça. Il y a un ralentissement
par effectivement une certaine frousse d'aller sur certains sujets et des échos aussi négatifs de projets qui ont été ratés et qui sont effectivement de notoriété, où les intégrateurs sont en train de rattraper tant bien que mal derrière. Maintenant, et je pense qu'il y a un sujet à l'échelle individuelle où, alors certes, quand on fait déjà 40-45 heures de consultant, où est-ce qu'on vient rajouter 4 à 5 heures par semaine pour se former et se certifier? Mais ceux qui vont prendre ce train vont gagner. Là, actuellement, on a donné notre chance, enfin, nous qui ont donné notre chance à des PMO SAP ECC6 d'aller directement sur du cloud public avec du Calm, c'est ça, et la méthode Activate. C'est ça. C'est ça. Et la méthode Activate, ça va durer 12 à 18 mois, mais c'est génial. Après, c'est un boulevard pour ce PMO derrière pour aller sur d'autres projets là-dessus. Alors certes, il transpire. Je l'ai toutes les semaines au téléphone, effectivement, c'est un peu... la barre est assez haute, il y arrive, mais le gap, il est faisable, il n'est pas facile. Il n'est pas facile du tout. Il ne se fait pas dans les usines à tuquer, dans les TMA, pour ça. Il se fait chez le client. Et franchement, mes confrères le diront, la quasi-totalité des missions, c'est 4 jours sur site. C'est le vendredi parce que c'est par principe, mais il y a quasiment plus de missions à 3 jours de remote ou en full remote pour ce type de projet. Il y a une telle implication, il y a une telle effectivement tension et disponibilité qui est nécessaire. Et tous les recrutements qu'on a fait ces 2 derniers mois sont des postes où les personnes vont être au milieu d'une pièce avec d'autres, vont discuter, vont réfléchir, et ça sera 80% de leur travail et 20% sera la technique à paramétrer SAP. Alors qu'ils sont des responsables de domaine et qui sont des consultants seniors. Alors, il y a 2 points importants, Alexandre, dans ce que tu viens de dire. Je l'ai déjà dit, personne n'a d'excuse pour dire est-ce que n'importe quel consultant a 1 heure par jour à consacrer à son auto-formation. Aucune ESN reprochera à un consultant de se dire je vais prendre 1 heure sur les 8, alors encore si vous ne travaillez que 8 heures, pour vous auto-former. Aucune ESN vous reprochera de dire je voudrais avoir un accès au Learning Hub. Je rappelle, les partenaires, ça coûte moins de 500 €. En plus, si vous prenez plusieurs licences, ça doit être 402 € ou 403. Mais voilà, ça coûte nettement. Voilà, le consultant se forme tout seul. Il a accès à 369 environnements de démo sur du cloud, sur du private et sur des solutions comme Ariba, sur le MDG. C'est-à-dire qu'en plus, si un consultant veut se former sur le MDG, il a un environnement pour le MDG. Il a accès à Scope, avec tous les Scope ITEP, les Master Data Script, il a accès à la méthode Activate. Limite, c'est un buffet à volonté. En mettant 1 heure tous les jours, tu demandes à l'IA de te faire ton petit parcours avec les objectifs et l'IA va te sortir ton plan de formation. Moi, dans l'association, c'est ce qu'on fait à chaque fois. Je demande à chaque personne combien de temps tu as à y consacrer par semaine, quel est ton module de prédilection. On passe tout ça dans la moulinette avec toutes les informations parce que j'ai des templates et il me sort un plan de formation. Il est clair que voilà, le minimum, c'est alors au moins 1 heure, mais si une personne veut complètement se former, elle peut y consacrer 6 heures, 35 heures. Vous êtes, voilà. Et c'est gratuit, encore une fois, vous êtes étudiant, c'est aussi gratuit. Non, il y a urgence à se former aujourd'hui. Non pas que les certifications, ce soit le Graal. C'est pas ça qui fait la différence. Si tant est que si SAP impose des accès aux certifiés, là, ça devient une autre histoire. Mais depuis 15 ans, être certifié, c'est pas ça qui fait pour un client de dire je prends ou je prends pas derrière. Là, maintenant, mon discours, il change. Votre numéro, votre ID SAP, il vaut de l'or aujourd'hui. Qui sait qu'effectivement, il n'y aura pas une API qui va se connecter dessus pour pouvoir vous recruter par la suite par rapport à ce que vous savez faire. Ça, c'est tout à fait je dirais, imaginable. Qui a un parcours, qui a de la récurrence, d'aller effectivement sur des sujets transverses ou d'aller effectivement sur des sujets sur lesquels l'entreprise a besoin. Mais là, je te rejoins, il y a un nombre d'heures à consacrer par mois non négligeable pour monter en compétences. Parce que déjà, on ne sait pas jusqu'où l'IA pourra faire toute seule. On ne sait pas non plus où le nearshore et l'offshore pourront faire tout seul à distance.
derrière. Et donc, il peut y avoir des effets de vase communicant derrière, où la valeur ajoutée, elle se décale et que finalement, elle ne soit pas uniquement chez le consultant français, quoi. Enfin, du moins qui parle français ou anglophone en Europe. Et plus vous en saurez, plus vous le maîtrisez, plus vous serez à jour. Je pense mieux ce sera. Et c'est plutôt récent, mais il y en a quelques clients qui nous demandent, oui, voilà, est-ce que la personne elle maîtrise ce sujet en particulier? Quand on regarde le sujet, mais il n'a pas 6 mois le sujet. Sur le marché parce qu'ils s'intéressent aussi. Ils sont sensibilisés par l'éditeur. Ils ont aussi accès effectivement à des environnements de formation et de tests. Et ils y vont. Ils y vont aussi dessus. Donc, il peut y avoir une sorte de compétition entre les clients finaux et les intégrateurs qui parfois se challenge l'un l'autre. On sait qu'il y a des centres de compétences SAP chez des clients finaux qui ont un niveau peut-être dans la courbe de Gauss, je dirais dans le premier quartile du marché et qui sont très très bons pour ça. Même certains en ont fait des spin-offs et en ont fait des ESN. Je ne vais pas les citer, mais effectivement, plutôt que de perdre leurs collaborateurs, ils ont fait bosser ailleurs. Et ça, c'est pas encore effectivement dans les entretiens que je passe. Je vois pas toujours effectivement des personnes qui se disent sur quoi vous avez été formé ces derniers temps. Bon non, il n'y a pas eu de formation. C'est comme s'ils attendaient que le besoin arrive. Là, je pense qu'il faut plutôt être proactif parce qu'il y a le pouce derrière. Le marché aussi. Alors, encore une fois, ce qui peut être le seul petit bémol qu'on pourrait dire avec le Learning Hub, et si les gens se forment souvent, c'est le manque d'accompagnement. Moi, c'est ce que je vois, les personnes qui viennent dans l'association, souvent, j'ai des consultants et c'est plus le fait d'avoir accès à un groupe WhatsApp pour lequel on peut échanger, où on peut se fixer des objectifs, interagir avec d'autres, avoir un modèle de dire, ouais, c'est bien gentil, tu me donnes le scope item, je fais comment, je procède. Donc moi, chaque semaine, c'est aussi bête que ça, 2 fois par semaine, on prend un scope item au hasard, sans préparation, et je le déroule. Et on interagit, on pose des questions. Et voilà, c'est-à-dire que si vous arrivez avec le Learning Hub, vous avez aussi des options maintenant. Il n'y a pas que moi qui fait que ça, d'accompagner les consultants. Moi, je ne vais pas dire je suis KPC, mais en dehors de mes horaires de travail, j'accompagne les consultants. Après, s'ils ont envie de me rejoindre chez KPC, la porte est ouverte et ça sera avec plaisir. Mais vous avez aujourd'hui des options. Donc, la formation, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Un consultant ECC qui fait 20 ans de l'ECC, à un moment, il a besoin de sortir de son précaré. Après, si tu as envie de te dire, oui, le temps que tout le monde passe sur S4HANA, tu es proche de la retraite, je peux comprendre que tu n'as pas envie de te former. Mais je trouverais ça dommage. C'est-à-dire que, moi, je pense que c'est intéressant de savoir ce qui se passe dans les entreprises. D'avoir vis-à-vis de ton manager, c'est aussi sympa de te dire, tiens, voilà, j'ai pris l'initiative de, plutôt que de te dire, j'attends pas que tu me proposes un projet sur S4. Comme ça vous laisse 2 options. Soit on est capable de vous proposer quelque chose, ou si vous êtes formé, vous êtes maintenant opérationnel sur S4, vous allez voir Alexandre ou n'importe quel chercheur de test et il sera ravi de vous dire, tiens, on a soit un client final qui recherche quelqu'un, ou bien une autre SN qui a absolument besoin de consultants opérationnels parce que là, ils ont signé des deals, mais ils n'ont pas de consultants opérationnels S4. L'autre point qui est important, je vous invite à regarder ce que disait Jean-Daniel. On a la chance, encore une fois, d'être en Europe. Je fais une recherche, je veux savoir quelles sont les ESN, quelles sont les entreprises qui utilisent SAP. Je peux avoir la réponse de déjà toutes les entreprises qui sont à 50 km autour de moi. Je peux trouver un job en France. Quand vous êtes à l'échelle du continent africain, vous ne devez pas raisonner en termes de région, vous raisonnez en termes de pays. C'est-à-dire que vous avez des opportunités en Afrique, mais il faut être hyper mobile. Tunisie, Maroc, Kenya, Afrique du Sud, ça n'a rien à voir avec ce que nous, on a. Donc, on est vraiment chanceux. Donc, les opportunités, vous les avez tout le temps. Pensez, et je pense, moi, ça m'a fait, je me suis pris une claque avec Jean-Daniel. Et il faut leur tirer le chapeau, parce que se former là-bas avec les problèmes de réseau, des fois des coupures d'électricité, enfin, je ne dis pas que, voilà, c'est pas du tout le tiers-monde, je ne parle pas du tout de ça. Mais c'est que on a, nous, des réseaux, on a tout ce qu'il faut. Donc, ne dites pas « je n'ai pas le temps » ou « je n'ai pas les moyens ». Faites un tour ailleurs. Je veux dire, c'est quand on passe des vacances et qu'on se rend compte qu'en France, tout compte fait, on paye peut-être beaucoup d'impôts, mais on a quand même des choses en contrepartie. Donc, les excuses, arrêtez de vous en donner. Les infrastructures sont là, on le sait, et la sécurisation, elle est là.
Moi, quelques échos de projets qui sont au Sénégal, effectivement, c'est des contraintes qui peuvent être différentes. Alors, certains peuvent nous poser la question, mais sur quoi il faut se former? Alors, certains peuvent dire, bah, je regarde les annonces sur Internet et puis je me dis, bah, tiens, c'est là où il y a des besoins. J'ai envie de dire, attention à ça. C'est pas que le marché qui drive quand on veut se former, parce que c'est les entretiens qui déterminent si vous êtes pris ou pas. Et un entretien, c'est je dirais, si vous emballez la personne qui est en face, c'est vous montrer qu'effectivement que le sujet il vous plaît. Alors, il peut y avoir des secteurs de niche, je sais pas, la maintenance, EAM, PM, REFX ou autre. Si c'est votre truc, faites-le. Faites-le à fond, soyez et devenez expert dessus. Mais n'allez pas sur BTP parce qu'il y a marqué 50, il y a 300 annonces avec BTP dessus. C'est pas le sujet. Déjà, si vous incarnez pas la chose, si ça vous plaît pas, vous la mémoriserez pas et entretien, vous serez pas convaincant. Donc, dans le catalogue effectivement qu'il y a dessus, si vous avez une affinité avec un sujet qui vous plaît, creusez-le à fond. Et c'est ça qui va être votre réussite en entretien. Ça reste visible sur le CV, ça reste visible en entretien. Vous allez avoir peut-être 2-3 fois 45 minutes, 1 heure pour convaincre derrière. Et nous, aujourd'hui, par exemple, on a eu des demandes SD Salesforce. Je ne sais pas pourquoi, effectivement, c'est arrivé 3 fois de suite chez nous. La version CRM de SAP, elle n'a pas la cote, et puis Salesforce est déjà intégré. Une fois que Salesforce est installé, j'ai l'impression qu'il ne faut pas y toucher, et il faut que la personne qui est SAP, elle monte en compétence dessus, et qu'elle s'approprie les flux pricing, facturation, marketing, et fil de service derrière. Et là, il y a un sujet. Alors, il y a des personnes qui sont SDMM. Si elles aiment la partie vente, eh ben, il faut qu'elles aillent sur Salesforce. Alors qu'effectivement, on est sur l'environnement SAP. Alors, ce n'est pas dans le catalogue SAP pour ça, mais si elles se l'approprient, eh ben, il y a un marché. Parce qu'il ne sera pas décommissionné avant le sitôt pour certains comptes. Et là où je voulais en venir, c'est de regarder quelque chose qui n'est pas trop loin de votre corps de compétences et de foisonner à côté et de garder effectivement 2 pieds, je dirais, 2 compétences clés à montrer, mais 2 compétences qui vous plaisent à vous d'abord et pas d'abord au marché pour ça. Parce que je répète, en entretien, ça fait la différence. Ouais, on va essayer. Je te rejoins aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est quand même. Alors, je n'allais pas dire que c'est un métier passion, mais si vous faites 10 heures par jour sur quelque chose qui ne vous intéresse pas, hormis le fait que vous avez un très bon salaire, pourquoi pas? Après, c'est peut te dire ça, c'est-à-dire d'être purement rationnel et de se dire, bah, je regarde, comme tu l'as dit, j'ai une expérience, je regarde tout ce qui est du niche et j'y vais parce que là, je vais avoir très peu. Tu l'as dit, REFX sur le marché. C'est vraiment des hyper spécialistes. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de junior sur RFX. C'est que des indep, déjà. Ah, il y a une offre d'alternance qui circule vers RFX. Ouais, mais voilà, nous, on travaille avec le spécialiste RFX. Voilà, donc il y en a, voilà. Tu les comptes sur les doigts d'une main. C'est comme il y en a 10. sur GTS. Sur GTS, pareil, Global Trade Services, tu as aussi une poignée de consultants dans le monde. Voilà, des purs spécialistes, on l'a dit, sur des modules type comme sur PS, Project System ou sur la partie PPM maintenant sur le cloud. Vous avez, tout le monde va dire, ah oui, mais je connais le Project Builder. Ouais, mais c'est qu'une infime partie de ce qu'on fait dans PS. Donc, voilà, vous avez vraiment, pareil, sur du QM, tout le monde dit, ah oui, Continuity Management. Non, mais quelqu'un qui doit déployer la solution QM pour un labo pharmaceutique, c'est pas la même chose. Donc, des modules comme ça, parce qu'on entend toujours SD, MM, PP, et encore maintenant, on va dire PP. La dernière fois, j'étais sur IBP. Donc, on va dire, ah oui, mais est-ce que tu as des appétences sur IBP? Bah non. Ou ça va être sur des modules connexes. Et même Ariba, c'est-à-dire, est-ce que vous avez des connaissances sur Ariba? Donc, voilà, c'est des fois fonctionner par petits sauts de plus, de regarder là-dessus. Il y a des opportunités. De vous dire que c'est des gros, non, mais c'est toujours un élément en plus, surtout si vous êtes freelance. Ne fermez surtout pas des portes. Après, pour répondre aussi à la question d'Iman, le marché, il a toujours été difficile pour les consultants juniors. Tu peux, encore une fois, être 15 ans d'expérience, 20 ans d'expérience dans les achats, ça te fait toujours de toi un junior du point de vue de SAP. Et parce que, pareil, pendant 20 ans, je l'ai déjà dit, tu as peut-être utilisé 20 transactions dans le module MM. Est-ce que ça te fait de toi une spécialiste en atelier sur MM? Non. Par contre, ta plus-value va être pendant ces ateliers-là de tout ce que tu connais sur le métier d'acheteur. Mais encore une fois, le métier d'acheteur, ce n'est pas le métier de consultant MM, parce que tu as plein de fonctionnalités sur MM.
Et donc, tu ne connais qu'une seule partie. Et c'est pour ça que la conversion, la reconversion sur les métiers de consultant, ça se prépare. Et le jump, il est important. C'est comme si tu sautais en parachute. Tu ne sautes pas en parachute sans avoir fait un entraînement minimum. Sauf si tu y vas accompagné. Ça, c'est différent. Mais là, c'est un saut en parachute, tu es toute seule. Et je ne suis pas sûr que si tu te présentes à Alexandre, tu peux dire, voilà, moi j'ai 15 ans, est-ce que je vais avoir une ESN qui va s'intéresser à moi? Je pense que le bilan, il va être relativement vite fait. Ouais, c'est bon, bon, voilà. Je suis d'accord. Nos téléphones sont ouverts. On accueille, on répond toujours effectivement aux personnes qui souhaitent se reconvertir, soit par des POI, soit par des alternances, soit pour effectivement qui veulent rentrer sur ce marché. Oui, la marche, elle est haute. Et je pense qu'aujourd'hui, elle est un peu plus raide qu'auparavant. Elle demande un vrai engagement d'aller dessus. Alors, il y a des centres de formation, on peut tous les citer, hein, Spro Club et Data Scientist, enfin, il y aura maintenant ou d'autres. Les formations sont difficiles. Hein. C'est pas une question, ne sont pas difficiles je dirais, il faut les financer, ça c'est un autre sujet. Mais après, c'est 8 heures par jour à taffer sur des configurations, à mémoriser, à apprendre. Même si on a des connaissances métiers auparavant, c'est pas gagné. Il y a des certifications qui sont à la clé. Oui, les rémunérations sont bonnes, voire élevées pour certains. Mais je te rejoins, Michael. Il y a un vrai switch à avoir. Et c'est bien une première année de moine à bosser dessus, et puis à faire l'éponge. C'est-à-dire que moi, je pense que je suis un peu un métier de sentier battu. Freelance, comment s'appelle, salarié, qu'on ait un titre de directeur de projet, de programme ou autre. Je vois avec ceux que j'échange de plus en plus, il se passe des coups de téléphone entre eux. L'appel à un ami, l'appel à un ancien collègue. Je suis bloqué là-dessus. Il reste plus. Je sais qu'il y a certains intégrateurs qui bossent, qui s'entraident, soit de manière officielle, soit de manière officieuse. Les DSI parlent entre eux, les responsables de compétences aussi. Tout le monde essaie de trouver des solutions pour justement avancer. Le temps passe et les échéances aussi sont là. Et ils savent qu'avec SAP, soit pour pallier à un départ, soit parce qu'effectivement, il y a un vrai enjeu derrière, il y a un vrai enjeu d'amélioration de la performance financière ou opérationnelle derrière. Alors qu'auparavant, il y avait vraiment des silos. Chacun était un peu dans son précaré aujourd'hui. L'USF est là pour animer ou autre. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une perméabilité des personnes qui discutent plus entre elles et qui parfois, j'en ai appris, bossent le week-end, sont sur des concurrents ou autres, et bossent le week-end sur des sujets parce qu'elles veulent s'approprier les versions cloud publiques qui sont particulières en soi et qui se disent je ne l'apprendrai pas dans un livre. Toujours aussi pour répondre, Iman, alors je ne vais pas prendre ton cas comme une généralité, mais je vais essayer d'en parler de façon transparente. Te former 4 mois, oui, c'est bien, mais je pense que soit le Spro Club, Laura ou d'autres vont te dire à chaque fois, on vous donne des bases. Est-ce que ça te fait de toi un consultant? Non, il faut faire attention entre le discours d'une formation de 4 mois, il faut à peu près plus de 6 à 8 mois pour former déjà une personne pour qu'on considère qu'elle soit un consultant junior. À peu près plus de 1000 heures. Donc, ça peut te donner un ordre d'idée. Pour moi, à chaque fois, il faut à peu près 35 heures par semaine, de 6 à 8 mois, pour se dire que voilà, je maîtrise l'ensemble des scopes, items, méthodes, SAP Activate, Fit to Standard, pour être en mesure d'être dans un atelier et de dire à la volée, je déroule un scope item, tout en disant, je ne fais pas juste dérouler. Quand je dis ça, c'est de se dire, tout le monde peut dérouler le scope item. Ce n'est pas compliqué. Je vais sur Learning Hub et je suis bêtement. Quand je dis bêtement, c'est je suis ce qu'on me dit. Demain, vous êtes en live. Vous allez avoir des mix, c'est-à-dire qu'ils vont dire il y a une partie du scope item sur les achats, sur les ventes, et on va vous demander de l'animer et de passer de l'un à l'autre et de se dire voilà, est-ce que c'est du fit to standard versus j'ai du gap? Est-ce que je peux le faire dans la solution standard en disant au client vous devez faire une conduite du changement et c'est possible, versus on est obligé d'aller sur la BTP. Ça, en école, on va vous donner les éléments pour faire de la configuration, pour dérouler, des éléments aussi de langage, on va vous donner un certain nombre d'éléments. Mais te dire en 4 mois qu'au sortir de là, et qu'on te dit, et je ne pense pas que ce soit ni le Spro Club, ou à la fin on te dit, tu vas avoir un poste de consultant, à aucun moment ils ont dû te le dire. Ils te donnent les éléments pour pouvoir y arriver.
Après, le marché, il est ce qu'il est. C'est de l'offre et de la demande. Ça va être compliqué. Encore une fois, on est tous passés par là. Moi, avant d'être consultant SAP, j'ai fait 2 ans d'intérim. J'ai fait des tutos, j'ai créé un blog, j'ai créé une chaîne YouTube. Voilà, j'étais légitime et encore, j'ai eu de la chance, mon CV est arrivé au bon moment dans l'ESN. Mais je n'ai pas attendu, je me suis formé tout seul et je faisais du SAP tous les jours. J'avais mon job, j'étais ordonnanceur, assistant achat et à chaque fois que je rentrais à la maison, je faisais des screenshots et je commençais à faire des guides. Et donc, je venais plutôt chez le… voilà, j'étais par exemple sur Lubrizol, je venais dès 8 heures et je partais le dernier. Je n'étais pas payé plus cher. Mais je me dis, mais attends, c'est formidable, j'ai un accès, un environnement qualité. Alors, c'était sur du R3 ou de l'ECC. Mais voilà, je me suis dit à la fin, c'est ma barque. Hein. J'attends pas que les autres me demandent ce que j'ai envie de faire ou pas. Moi, je voulais être consultant. Je me suis défoncé. Je me suis défoncé. Je faisais 90 heures par semaine. Mon job, plus SAP. Même aujourd'hui, je m'astreins tous les jours, je me lève à 6 heures, je fais au moins 2 heures sur le cloud public. Je réponds à mes questions, je fais des… Voilà. Le plus, c'est qu'aujourd'hui, il y a LinkedIn. Là, vous discutez sur les commentaires, vous vous voyez les uns les autres. Et moi, je peux vous raconter qu'on a 3 directeurs de projet S4HANA qui sont sur 3 projets différents, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ils communiquent entre eux. Alors, évidemment, on cherche de liens, effectivement, pour discuter, parce qu'effectivement, ils transpirent, parce qu'effectivement, c'est outil. Mais ils recommencent presque à zéro. Parce qu'effectivement, les méthodologies ne sont pas les mêmes, les enjeux ne sont pas les mêmes. Ils réapprennent, je dirais, dessus, à leur niveau. Et cette méthodologie-là, aujourd'hui, je pense que c'est ce que tu fais avec ton association, ce que font d'autres, c'est de discuter entre vous, de vous challenger entre vous, parce que c'est aussi se préparer aux futurs entretiens de recrutement et aussi aux soutenances et aux ateliers, ni plus ni moins face à un client, interne ou externe, pour ça. Et ça se fait dans le dialogue. Alors oui, ça se fait d'abord sur un écran, comme tu dis, ou autre, et à un moment, se dire, voilà comment je présenterai les choses. Et puis, après, la personne qui est en face, elle sert de bad cop, je dirais, pour ça. Elle défonce tout, quoi. Et à la fin, on a des arguments qui tiennent pas, et on se rôde dessus. On se fait un peu d'aquane, comme disait ma grand-mère, dessus. Et ça fonctionne. Parce qu'il faut non seulement pas convaincre, mais il faut aussi se faire questionner, se faire challenger derrière. La force de LinkedIn, c'est que c'est ouvert et on peut discuter. Et il faut pas hésiter à envoyer un message en disant voilà, je suis sur un sujet, j'aimerais bien en discuter avec un expert dessus. Est-ce qu'on pourrait, en 45 minutes, on monte en configuration, l'expert va dire ça tient pas, pourquoi tu as fait cette stratégie, pourquoi tu es allé dans ce sens-là, qu'est-ce que tu avais en tête pour ça. Et ça, si on le fait tout seul, ça ne marche pas. L'IA peut challenger, mais ça reste, c'est pas non plus le meilleur outil, ça reste pas un humain pour ça. Et puis derrière tous ces projets, il y a aussi des histoires d'entreprise, des histoires d'hommes, de femmes, effectivement, qui ont mené ces projets sur parfois 18 mois, parfois 3-4 ans, et des projets qui durent 10 ans, c'est chez certains. Et ça, c'est aussi ce qui crée le lien et la dynamique qu'il y a entre les personnes, et qu'on laisse des traces, et que souvent on dit, tiens, je vais appeler Michael, je vais appeler Pierre, je vais appeler Mohamed ou autre derrière, parce que je le veux lui en particulier, parce qu'à un moment, j'ai confiance pour ça. Et cette notion d'IA, de marché actuel fait que ça rehausse l'attendu sur la confiance. Et ça, c'est nouveau. Ce que je disais en introduction, avant qu'on commence le live avec Michael, il y a une forme de se rassurer avec qui je vais travailler et à qui je vais confier les clés du camion sur certains périmètres pour ça. Donc il y a un sujet transpersonnel qui est à prendre en compte. Je ne sais pas comment ça peut se développer ou autre, mais soyez très attentifs à ce que disent les personnes, et c'est d'aimer la pelote en se disant voilà, la personne elle est inquiète sur ce sujet-là, j'étais venu pour autre chose, tant que j'ai pas résolu ce sujet-là, je ne passe pas à autre chose. Et en général, derrière, ça transforme soit en CDI, soit en mission, soit en montée en compétences. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est ce que j'essaye de m'évertuer à faire avec l'association, c'est de se dire que vous avez le Learning Hub, vous êtes consultant, vous avez accès à plein de choses. La seule chose qui est importante après, c'est ce qu'on appelle le lien humain, c'est de dire de poser la question, de dire tiens, j'ai un petit peu d'expérience et d'être en direct, d'échanger, de dire voilà, moi j'ai fait tel scope item, je suis bloqué, et de discuter avec les autres. C'est-à-dire, une communauté, hein, c'est aussi simple que ça. C'est l'association, avant tout, ça cherche à être une communauté avec des gens qui n'ont aucune expérience versus des gens qui ont de l'expérience métier, mais pas d'expérience sur SAP, et de faire une émulation.
C'est rien de plus que ça. Je ne réinvente pas la roue. Sauf que voilà, il n'y avait pas d'association qui existait dans ça. Je l'ai fait. Donc, et le deuxième point aussi qui est important, c'est que, tu l'as dit sur LinkedIn, vous avez aussi, c'est une communauté. Mais pareil aussi, ne vous attendez pas forcément à avoir une réponse dans l'immédiat. Ça veut dire que ça ne veut pas dire que vous posez une question que la personne va vous répondre dans les 2 minutes. Moi, ça m'arrive des fois de répondre 4 mois après. Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas comme si que j'avais que 2 personnes qui m'interrogeaient. J'essaye de répondre à tout le monde. Mais comme tout le monde, j'ai mon travail chez KPC. Je gère aussi l'association. J'ai aussi les posts sur LinkedIn. J'ai les lives avec vous. Donc, les lives, ça me permet de répondre, comme avec Alexandre, à un plus grand nombre. L'autre point, Mohamed, tu évoques se spécialiser dans la migration des données. Se spécialiser, pour moi, un consultant de base doit savoir faire la migration des données. Enfin, moi, dans mon travail sur un atelier, je dois savoir comment, éventuellement, avec l'intelligence plus artificielle, comment faire une conversion de données, comment faire sur un new name, comment faire une migration, comment utiliser le cockpit de migration, comment utiliser des API. Ça, c'est voilà. Alors maintenant, vous avez tout. C'est-à-dire que vous allez sur un site qui a sapapi.com, vous avez toutes les informations pour monter une API. Vous allez sur SAP Help, vous avez la structuration des migration cockpit. Alors, à ma connaissance, tu peux te spécialiser et être uniquement un consultant Master Data Conversion, MDC, mais c'est hyper limitatif. Ouais, il apparaît haut aussi. Il y a un sacré, il faut un sacré bouteille pour pouvoir prétendre à ce type de mission. On le sait, ça. Il y en a quelques-uns sur le marché, et il n'y en a pas 10 là-dessus. Souvent, ils arrivent en mode pompier sur certains sujets. C'est rarement pris comme il faut au départ, parce que ce sujet de data, c'est ce qui constitue la suite pour ça. Et ça, effectivement, c'est un des angles morts dessus, parce que dans la vie d'un consultant, la master data, on le fait qu'à un moment. Alors, presque, j'ai envie de dire, c'est la base. Et à quoi ressemble la qualité des données, où est-ce qu'elles sont, sous quel format, comment on peut les extraire, qu'est-ce qu'on va en faire, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas. Bon, ça, nous, on a des spécialistes qui effectivement sont en mission dessus, et je pose la question aux clients, mais pourquoi maintenant pour ça? Parce que l'intégrateur n'a pas suffisamment valorisé dans l'appel d'offres, ou nous aussi, tort partagé pour ça. Et ça allait prendre beaucoup plus de temps qu'on ne l'imaginait. Et tant que cette donnée, elle n'est pas, je dirais, visualisable pour les ateliers, les ateliers, ils dérapent. Ils ne savent pas trop ce qu'ils peuvent faire ou autre derrière. Et ça, c'est un vrai sujet. Alors, se spécialiser dessus, pourquoi pas, si la personne adore ça, à la rigueur, il y a un marché de niche, mais il y en a un autre. J'ai envie de dire, il faut bien regarder. Maintenant, c'est les bases qui sont à maîtriser. Et là, on sait que certains, effectivement, ont des difficultés à récupérer les données sur certains, puis les restituer ailleurs, parce que, soit par manque de pratique, soit parce que dans les TMA, ce n'est pas toujours effectivement quelque chose qui est commun. Sous forme de mini-projet, oui, en projet. Là, je pense qu'il y a une faiblesse chez les consultants sur la reprise de données. Ça, c'est clair. Et aujourd'hui, il y a des attendus côté client. Est-ce que dans le cadre de projet VRS4, est-ce que le consultant ou le chef de projet qui va arriver sera capable tout seul de pouvoir faire cette reprise de données? Et là, il faut être franco. On sait ou on ne sait pas. Parce que ça a l'air un peu technique. Moi, je ne maîtrise pas le sujet en particulier ou autre là-dessus. Mais les clients, ils voient très bien la différence si on ne maîtrise pas ou pas ce sujet. Donc, je pense que ça, c'est un sujet à creuser. Je ne sais pas si le Learning Hub permet de l'apprendre, ou il y a des méthodologies, ou alors il faut apprendre avec une IA, ou du moins se faire un refresh dessus. Mais c'est un vrai sujet qui est dans l'air du temps. Le vrai sujet, moi je le donne à mes élèves, c'est typiquement, vous avez suivi une formation au Spro Club, Laura, tout ce que vous voulez. Vous aviez accès à un système SAP. Le truc, c'est de se dire, déjà, essayez de faire une extraction de données et de vous mettre demain, vous êtes sur un autre système et de se dire, voilà, j'ai des données brutes. Comment je peux essayer maintenant de les réinjecter dans mon système? Vous avez un bac à sable vierge, vous avez des données qui viennent de l'extérieur. Voilà. Ou vous avez accès à une autre base avec plein de données qui sont non structurées et de se dire, tiens, si je devais les transposer. Donc, faites-vous vous-même l'exercice. C'est de se dire, tiens, j'ai accès à un bac à sable. Ah ouais, mais j'aimerais bien retrouver mes nomenclatures, mes BOM, mes business partners, et de se dire, voilà, données non structurées ou sur des données structurées, comment vous faites? Voilà, comment vous allez utiliser le Migration Cockpit? Comment vous pourriez utiliser une API? Et là, vous demandez aussi à une IA, comment je peux faire?
peux-tu m'aider pour éventuellement structurer? Et voilà, ça, c'est à la portée de tout le monde. Ah, puis les API, les IA, ça marche super bien. Que vous preniez Ah oui, Claude Code, Lovable ou Vercel ou autre, même Google AI Studio, ça, par contre, ce truc-là, c'est fiable. Contrairement à d'autres sujets ou autres, ça s'est maîtrisé depuis un certain temps. Et au moins, il y a les mappings qui se font sous les yeux, quoi. Même moi, j'utilise pour certaines choses. Là, franchement, il y a un vrai refresh à faire et se auto-tester dessus, monter en compétence dessus, avec des jeux de données bidons, c'est pas grave, c'est pas le but, enfin, que ce soit quelque chose qui soit parfait. Mais non, ça, c'est un sujet que je ne pouvais pas aborder tout à l'heure, je ne pouvais pas penser. Et tout ce qui est migration de données, de s'entraîner avec les IA, c'est super efficace. Mais en l'état, pour rebondir sur des consultants spécialisés, mais par exemple, on l'a évoqué déjà avec Alexandre, maintenant on demande aussi aux chefs de projet d'avoir quand même un minimum de connaissances sur ces sujets-là, typiquement de dire que la migration des données, c'est un projet dans le projet. Donc, c'est un projet à part entière. Tous les clients, à chaque fois, font le même coup pour faire des économies. Ah, on est autonome sur le sujet. Mais vous savez que vous allez vous prendre le boomerang force 10 parce qu'ils ne seront pas autonomes sur les sujets. Donc, c'est important de se dire que sur la migration des données, hop, Alexandre, que Ouais. sur ce sujet-là de la migration des données, c'est plus à la fois le chef de projet qui doit faire en sorte que le client comprenne bien que s'il veut le gérer par lui-même, que s'il revient vers nous au dernier moment, bah, ça va mettre sous stress le projet parce que Ouais, ce qui se passe. voilà, la donnée de base, c'est le pilier. Limite, c'est le projet le plus important, la master data. Le reste, les scope items, tout ça, le fit tout standard, ça fonctionne très bien. Mais si vous avez une donnée qui n'est pas bonne dès la base, bah, vous ne pouvez pas commencer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Non, c'est qui l'a acheté, qui l'a vendu. Si c'est fait en interne, il faut les compétences et le temps pour ça. Si c'est l'intégrateur, c'est pareil. Et ce truc-là, en plus, c'est que ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre des jours et des jours de travail. Souvent, il y a un senior et puis 4 juniors qui pédalent derrière pour tout structurer et faire ça bien. C'est aussi bien pour apprendre dessus. Sauf que l'évaluation du temps pour avoir une master data correcte, c'est Madame Irma, hein. Ouais, C'est impossible à l'avance de pouvoir faire ça. Et c'est ce qu'on s'est aperçu, nous, sur le dernier projet sur lequel on nous a consultés, c'est que c'est un puits sans fond. Parfois, il faut savoir s'arrêter pour là-dessus, mais c'est presque que… petite coupure. Alors, oui, quand on dit c'est un plus en fond, ce qui est important et ce qu'il faut retenir sur ces sujets-là, c'est que ça se prépare. Et encore une fois, vous devez aussi vous préparer à ce que le client vous dise au départ non et après revienne vers vous oui. Vous devez donc avoir une stratégie de reprise avec aussi soit des outils que vous avez gérés au sein de votre structure et savoir aussi utiliser, faire du data cleaning. Pareil aussi, vous avez plein d'outils, mais des fois, vous êtes aussi sous contrainte. C'est-à-dire, ah ben maintenant, il est trop tard pour repasser tout ça, on a un délai qui est très court. Est-ce que j'ai déjà des scripts qui me permettent de restructurer un fichier? Pareil, hein, de la donnée non structurée. Vous avez de la donnée structurée qui vient d'un système ECC ou d'un autre système, c'est plus facile. La non structurée, c'est vous avez un système Sage ou encore même des fois, alors, je ne vais pas dire un AS400, mais limite, vous auriez un truc qui est lunaire et on vous demande de restructurer la donnée. Et quand vous avez quelques lignes et que vous avez des millions de lignes, attention. Michael, je vais devoir vous quitter. J'ai une contrainte administrative. Je te laisse terminer effectivement avec les questions ou autres dessus, sans problème. Moi, je donne rendez-vous dans un mois pour le prochain. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions et je reste disponible. Merci. Yes. Ciao, Alexandre. Alors, je vais en profiter rapidement dans ce cas-là pour balayer un peu vos questions. Donc, si on reprend, oui, sur les… alors, on peut toujours récupérer les données. Le point qui est important sur la récupération des données, ne récupérez pas n'importe quelle donnée. Quand je dis n'importe quelle donnée, attention, ces données sont propres à l'entreprise. Donc, si vous êtes dans des organismes de formation, oui, vous êtes sur une base installée qui est prévue pour de la démo, vous pouvez la récupérer.
Mais ne faites pas ça avec des données sensibles, notamment sur des industries dites sensibles, où vous faites une extraction pour pouvoir après faire joujou dans votre bac à sable. Anonymisez comme ça la donnée. Rien ne vous empêche, vous faites une extraction, vous corrigez certaines données et après vous faites vous entraînez sur de l'intelligence artificielle pour anonymiser, restructurer la donnée. Donc ça, c'est un vrai exercice que vous pouvez faire. Hein. Donc à partir du moment sur le Learning Hub, vous avez accès au cockpit de migration. Donc entraînez-vous à charger des fichiers. Vous pouvez aussi, quand vous avez accès à des bacs à sable, sur les API, vous entraîner à créer des scripts. Alors, soit avec Claude dans Excel, ou moi, comme je l'ai fait avec les apps scripts de Google, à vous entraîner pour faire des outils. Moi, j'avais fait, par exemple, prendre un PDF et pouvoir l'injecter dans SAP via une API. Par exemple, c'était les PDF reçus de clients pour convertir automatiquement ça dans des commandes clients. Donc, le champ des possibles, il est important, mais c'est par la pratique. C'est par le fait que vous allez faire des erreurs, avoir des messages, et l'intelligence artificielle, oui, vous apportera, mais elle risque aussi des fois de vous envoyer sur plein de pistes. Moi, je vous incite vraiment, lisez les blogs, allez à la communauté, interrogez les experts, rejoignez l'association. Encore une fois, hein, là, on est là, surtout, c'est une communauté. Moi, j'échange avec toutes les personnes de la communauté. Je vous accompagne sur l'utilisation du Learning Hub. On fait des démos ensemble. Vous me demandez un scope item, on le déroule tous ensemble 2 fois par semaine. On fait du live. Vous avez des questions, je les réponds en direct. Voilà, donc c'est le point qui est important. Il y a plein d'opportunités. Si vous êtes mobile, si vous êtes flexible, si vous avez une expérience métier, le plus important, c'est de vous former à la pratique. Vous avez un savoir, il faut maintenant avoir un savoir-faire dans l'outil. Être en mesure d'animer un atelier, le Fit to Standard, c'est rien de plus que de connaître la solution du sens pratico-pratique. Certes, vous savez dérouler un scope item, mais vous devez savoir le contextualiser. Et après, de faire, comme moi, hein, j'ai plein de travaux pratiques qui font plein de mélanges de différents scope items et essayer de les dérouler. Et donc, c'est de prendre le Learning Hub, vous apprendre à dire, vous prenez tel fournisseur avec l'article TG11 et vous déroulez. Sauf que dans l'entreprise, vous allez voir, vous n'allez pas avoir le TG11 et vous allez avoir différents scénarios qui vont se présenter à vous. Donc, c'est important, encore une fois, pour vous donner toutes les chances de pouvoir réussir sans pour autant avoir une garantie, c'est de faire demander aux autres. Donc, demander, ça n'engage rien. Vous dépensez 0. Vous avez une communauté francophone qui est importante, que j'essaye de structurer, et on le fait avec Alexandre. J'en ai plein d'autres. Hein. J'ai Yannick Peterschmidt sur lequel je fais aussi des podcasts en français pour essayer de vous donner le maximum d'éléments sur S4. Pareil, si vous faites des publications pour être visible, concentrez-vous maintenant sur des publications sur le cloud, sur S4. Ne faites plus de publications avec des écrans GUI. Concentrez-vous vraiment sur les solutions de demain. Certes, aujourd'hui, vous avez une base installée qui reste importante sur de l'ECC, mais pensez au futur. Voilà. Donc, moi, je reste disponible sur LinkedIn. Vous pouvez me taguer, vous pouvez me poser des questions. Moi, si c'est plus sur des problématiques de recrutement, moi, je les transmets à Alexandre. Mais vraiment, voilà, on se donne rendez-vous dans un mois et encore une fois, ce live-là, il est fait pour vous, poser toutes vos questions. Pour toutes celles auxquelles je n'ai pas répondu et ni Alexandre, moi, je répondrai, voilà. Donc, on est là pour vous. Moi, je le fais avec plaisir. Pour moi, l'important, c'est que vous soyez dans un job qui vous plaît ou que votre reconversion se passe très bien. Voilà, rien de plus, rien de moins. Très bon week-end, très bon 1er mai et à très bientôt. Et donc, à dans un mois ou plus tôt sur LinkedIn. Bye bye.